Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi. Chers auditeurs et téléspectateurs du magazine Top Vert, bonjour et bienvenue à nouveau à ce nouveau numéro du magazine Top Vert, votre rencontre hebdomadaire. Nous parlons environnement, nous débattons de tout ce qui nous entoure, de l'eau, électricité, forêt et tout ce qui est contenu dans notre environnement, comme nous avons l'habitude de les dire. Alors, pour ce nouveau numéro, nous abordons une question qui touche pratiquement la République démocratique du Congo dans sa globalité. C'est cette question de l'électrification de la RDC. Comment remédier à ces déficits qui est très criant? Nous allons aborder ces sujets aujourd'hui avec un invité. Il s'appelle professeur ou ingénieur Prosper Panoupambi Wamulumba. Il est aux États-Unis, donc nous l'aurons à travers Skype pour débattre de ces sujets. Mais avant, je ne suis pas seule sur ces plateaux. Je suis avec Gino Rema. Gino, bonjour. Bonjour Iraghi, ça me fait un plaisir. Vraiment un plaisir de nous retrouver ensemble. Exactement, pour la première fois pour cette année 2020. Bonne année alors. Bonne année à toi aussi. Bonne année aussi à notre invité. Exactement. Alors, pour le professeur Panoupambi Wamulumba Prosper, qui il est. Avant de l'introduire, on va faire une brève présentation de lui, parce que comme je l'ai dit tantôt, il n'est pas avec nous ici sur le plateau, sur place physiquement, mais nous l'avons depuis les États-Unis. Alors, nous savons très bien que malgré son potentiel important en eau et en notre ressource énergétique, la République démocratique du Congo fait face à un déficit criant en énergie. On parle de moins de 10% des dessertes en électricité à travers la République démocratique du Congo. On se pose toujours la question, comment relever ce défi? Justement, cette réponse, nous allons la voir avec le professeur Prosper. Il est qui? Il est donc le professeur Prosper Panoupambi Wamulumba. Il est ingénieur dans les secteurs de l'électricité aux États-Unis d'Amérique. Il a eu son diplôme d'ingénieur civil électricien à la faculté polytechnique de l'Université de Kinshasa. Il a une maîtrise en électricité à l'Université d'Illinois à Urbana-Champaign. Professeur Prosper, vous êtes donc parmi les rares qui conçoivent et dans plusieurs grandes villes aux États-Unis comme Chicago, New York et Los Angeles. Vous vivez dans ces pays depuis maintenant 20 ans. Alors, je vous dis bonjour et d'entrée des jeux, je sais que j'ai fait une brève présentation, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre travail et depuis combien de temps vous le faites là-bas? Merci beaucoup, madame la journaliste. Mon nom, c'est Monsieur Prosper Panoupambi Wamulumba. Donc, je suis un Congolais, et comme on le dit chez nous, de père et de mère. Mais je voudrais aussi ajouter des sons. Donc, le sang qui coule dans mes veines est congolais à 100%. Je suis pour un peu introduire un peu plus de moi-même, afin que nous nous connaissions tous. Je suis dans le domaine de l'électricité maintenant, ça fait plus de 40 ans. Donc, j'ai commencé mes études humanité en électricité industrielle dans la ville de Kananga, que j'ai terminé avec brio. Et après cela, je suis allé continuer l'électricité à l'université de Kinshasa, où j'ai pu terminer et j'ai été retenu en tant que professeur assistant, lequel j'ai eu à pouvoir enseigner pendant 10 ans à peu près. Et puis en même temps, je suis
J'ai été un grand ingénieur de la compagnie Télécel et je crois que tous nous nous souvenons du temps où tout le monde se promenait, enfin, les patrons se promenaient avec des grands téléphones. Donc, je suis parmi les personnes qui étaient derrière, qui ont fait marcher la télécommunication cellulaire au Congo. J'ai été nommé du temps de Musée en tant que directeur général adjoint de l'OCPT. Et après cela, donc, un membre de ma famille a eu l'opportunité de gagner à la loterie des vies. C'est comme ça que j'ai pu émigrer aux États-Unis depuis plus de 20 ans. Ici, nous avons eu le privilège d'abord de pouvoir en premier continuer nos études que nous avons terminées aussi avec brio à l'Université d'Illinois à Urbana-Champaign. Et après cela, nous avons été retenus, un grand privilège pour la République démocratique du Congo. Nous avons travaillé 10 ans dans le cybersécurité du réseau américain. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Imaginez-vous que nous nous réveillons un jour, nous nous rendons compte que la centrale d'Inga est par terre. Toutes les machines sont brûlées, ne peuvent plus fonctionner. Et nous allons commencer à regarder à gauche, à droite, est-ce qu'on a été attaqué, est-ce qu'il y a eu un commando, il n'y a eu personne. Donc maintenant, il y a une autre dimension de la guerre qui se passe à travers l'Internet, qui fait que des gens qui sont lointains peuvent venir attaquer les réseaux électriques américains à travers l'Internet. Donc, j'ai été parmi ceux qui ont travaillé 10 ans à l'écran de tête des États-Unis pour prévenir que les bad guys ne peuvent pas venir attaquer les réseaux. Après cela, je travaille pour la compagnie KNE. C'est un bureau d'études dans lequel nous sommes en train de construire les réseaux électriques partout aux États-Unis. Et quand nous parlons réseau électrique, je les construis depuis la production jusqu'au dernier client. Voilà un peu en résumé si il faut parler de moi. Et je crois qu'au fur et à mesure que nous allons évoluer, nous aurons un peu plus à parler en détail. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Je pense que même les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent comprennent un peu la quintessence de l'intervention qui va, au cours de laquelle vous allez prendre part aujourd'hui au cours de cette émission. Alors, professeur ou ingénieur Prosper, suivant votre présentation, nous comprenons que depuis 20 ans, vous évoluez dans le secteur de l'électricité, mais qui est aussi en même temps un secteur qui est assez différent de celui de la RDC. Je le disais tantôt dans l'entame de l'émission, que c'est à peu près 10%, selon les chiffres qui nous sont rapportés de façon globale. Le pays est électrifié à moins de 10%. La première question, c'est de savoir quels sont les chiffres dont vous disposez à votre niveau et comment justement vous comptez, si cela est bien entendu et dans vos objectifs, apporter votre pierre ou votre contribution pour améliorer la qualité de la desserte en électricité dans notre pays. Merci Madame la journaliste pour la question. Je dois dire ici que les jours que le président de la République, président Félix Tshisekedi Tshilombo, était en Mbuji-Mayi, il a prononcé un discours. Et les mots de ce discours m'ont beaucoup touché parce que c'était comme un message qui m'était adressé directement ici où je suis aux États-Unis. Bien avant ça, je m'étais réalisé que le temps était venu pour moi de pouvoir rentrer au pays et apporter ma contribution pour relever les défis. Qu'est-ce que le président avait dit? Vous pouvez rappeler quand même ce que le président avait dit dans son discours?
Ah, merci beaucoup. Dans ses discours, le président faisait appel à tous les siens de pouvoir rentrer au Congo pour pouvoir asservir le pays. Donc, ce message m'était allé tout droit au cœur et ce message était adressé à partir d'Mbuji-Mayi. Personnellement, je suis du Grand Kasaï. Donc, c'est un contraste. Notre pays, la République démocratique du Congo, a été un pays béni. Je crois que les gens qui peuvent le dire autrement disent que quand Dieu créa la République démocratique du Congo, il prit beaucoup plus de temps que normal pour construire un pays. Donc, c'est un pays où nous avons toutes les ressources en grande quantité, des ressources de qualité, parce que je crois que dans cette émission, nous allons parler des énergies renouvelables et en faisant référence à l'environnement, nous parlons aussi des solutions pour pouvoir contrer la hausse de la température globale à cause de l'effet de serre, des gaz à effet de serre. Oui. Donc, j'étais en train de dire qu'il y a un contraste en République démocratique du Congo. Nous avons les plus grandes réserves en eau au monde. L'eau est utilisée pour la production de l'énergie électrique à partir hydraulique, comme nous le disons. Nous avons suffisamment de soleil en République démocratique du Congo. C'est là où passe l'équateur. Donc, nous avons des possibilités d'utiliser l'énergie solaire. Et nous avons encore beaucoup de vent en République démocratique du Congo. Donc, nous avons la possibilité d'utiliser l'énergie des sources éoliennes. Et nous avons aussi l'énergie géothermale. Mais quand nous évaluons la desserte en électricité en République démocratique du Congo, les derniers chiffres que je viens d'avoir hier de l'Agence internationale d'évaluation se situent à 15%. À 15%, cela signifie que sur la population congolaise de à peu près 100 millions d'habitants, il n'y a que 15 millions qui ont accès à l'électricité. Ce qui est extrêmement faible. S'il vous plaît. Ce qui est extrêmement faible. Exact, oui. Il est ici important de savoir que l'électricité est classifiée partout au monde, comme ici aux États-Unis, comme une infrastructure critique, critical infrastructure, comme nous l'appelons ici. C'est-à-dire que le niveau du développement d'un pays dépend de l'électricité. La qualité de vie dépend de l'électricité. Tout ce qu'on peut faire, la sécurité d'un pays dépend de l'électricité. Donc, on peut assez rapidement quantifier le niveau de développement d'un pays seulement en évaluant combien d'électricité ce pays est en train de consommer. Alors, nous allons voir la raison pour laquelle notre pays, la desserte n'est qu'à peine de 15%. Et les conséquences. Quand nous prenons les statistiques, par exemple, la consommation d'électricité en République démocratique du Congo, depuis les années 2000 jusqu'à l'année 2023, selon les statistiques que j'ai, nous pourrions constater qu'il y a eu un accroissement un peu plus important en électricité depuis que le président Félix est au pouvoir. Coup de chapeau à tous ceux qui ont contribué à ça. Mais quels sont les facteurs qui font que nous sommes en train d'être les derniers à la queue lait, comme on le dit? En République démocratique du Congo, nous avons des ressources en électricité qui commence par la région d'Inga du Bas-Congo. La grande source possible
Pour la production d'électricité en grande quantité en République démocratique du Congo, c'est le fleuve Congo. Le fleuve Congo qui commence dans les Lualaba au Katanga et qui remonte, qui va au-dessus de l'équateur, donc arrive dans l'hémisphère nord et redescend dans l'hémisphère sud jusque dans les bas Congo pour se jeter dans l'océan Atlantique, par l'embouchure. Le fait que le fleuve passe de part et d'autre de l'équateur a fait que quand il y a la saison sèche au sud, il y a la saison de pluie au nord. Et quand il y a la pluie au sud, nord, il y a la sécheresse. Cette alternance fait en résumé que la quantité d'eau récoltée sur tous les parcours du fleuve jusqu'à l'embouchure est constante d'environ 40 000 mètres cubes. Ça, c'est quelque chose que Dieu nous a donné, que nous devons capitaliser. Qu'on le veuille ou pas. Comment capitaliser cela, justement, professeur? Exact, oui. Qu'on le veuille ou pas, le fleuve Congo va continuer à couler. Alors, pour capitaliser ça, il faut arriver à produire de l'énergie électrique suffisamment à partir du Bas-Congo. C'est dans ce cadre-là que nous avons les barrages Inga 1, nous avons les barrages Inga 2, nous avons les autres barrages tels que Sanga, nous avons Zongo 1 et puis Zongo 2. Ces centrales de production d'énergie à partir d'hydraulique à partir du Bas-Congo, combinées ensemble, arrivent à Kinshasa par 4 lignes de transport qui arrivent à Kimwenza et 2 lignes ou une ligne à 2 termes qui arrive à Kinsuka. La disposition a été quand même assez bonne parce qu'elle permet en fait pour nous électriciens de créer ce que nous appelons la diversité. Alors, nous devons comprendre cela avant que je ne réponde à certaines questions. À partir de Kimwenza et à partir de Kinsuka, nous avons les lignes haute tension 220 kV. La ligne qui vient à Kimwenza, ou les ressources des lignes qui viennent à Kimwenza, il y en a à peu près 4, 220 kV. Il y a une ligne de 120 kV qui va jusqu'à Maluku et cette ligne continue jusque dans les Bandundu. Pour pouvoir produire l'électricité correctement et servir les abonnés, il y a un principe. La puissance que nous produisons doit être égale à la puissance que les clients demandent. À partir du moment qu'il y a un déséquilibre dans cela, c'est là où le problème commence. Ce qui se passe actuellement à Kinshasa est que, si nous voulons d'abord parler de Kinshasa, la puissance ou l'énergie demandée, les deux sont liés par les clients, que ce soit les industriels et que ce soit les abonnés de maison, que ce soit n'importe qui a une activité à partir de l'électricité. Nous mettons cela ensemble, ça nous donne la pointe de Kinshasa. Alors, ce qui se passe, quand nous venons de 220, au fur et à mesure que nous sommes en train d'entrer dans la ville de Kinshasa, nous devons commencer à réduire les niveaux de tension pour éviter que cela ne devienne pas dangereux ni à la population ni au bétail. C'est maintenant que nous commençons à voir ces cabines qui peuvent être de moyenne tension ou de petite tension partout dans la ville. Alors, tous ces éléments ont une certaine capacité d'électricité ou de puissance qu'ils peuvent faire passer. Et quand la demande va au-dessus de la capacité, que ce soit les câbles, les lignes haute tension, nous commençons à avoir des problèmes. À Kinshasa, ce qui se passe actuellement est que la demande, elle est au-dessus de ce que nous fournissons. Quelle est la solution à ça? C'est ça, oui. La solution,
je voudrais aussi ajouter, je sais que nous sommes au moment où nous sommes en train de voir la CAN. Oui, professeur, mais nous avons aussi une litanie de questions. Si vous nous prenez beaucoup trop de temps pour une question, nous risquons de ne pas tout terminer, quoi. Nous risquons de ne pas épuiser les différentes questions. Merci. Si vous pouvez être un peu plus expéditif. OK. Les solutions pour pouvoir résoudre les problèmes de Kinshasa, ce sont des problèmes de gestion et des problèmes techniques. Au niveau des gestions, ce que nous pensons faire, nous allons fiabiliser les réseaux de Kinshasa et nous allons automatiser les réseaux de Kinshasa. Nous allons amener l'automation dans la distribution au niveau de la ville de Kinshasa. Nous allons pousser plus loin avec ce qu'on appelle le prépaiement, parce que le prépaiement profite à tout le monde. Je crois que je vais m'arrêter là-bas. Au fur et à mesure que nous évoluons, je pourrai répondre à d'autres questions. Ok, professeur. Vous avez parlé de Kinshasa, surtout des solutions, des propositions, des solutions que vous venez de nous énumérer. C'est par rapport à Kinshasa. Vous avez parlé de la fiabilisation et de l'automatisation du réseau. Je dirais que c'est une proposition à long terme, bien sûr. Iraghi, je ne sais pas si vous avez la même compréhension que moi. Donc, ça va prendre beaucoup de temps, des mois. Mais dans l'État, nous avons une situation que nous vivons ici au Congo, à Kinshasa précisément. C'est le phénomène délestage. Alors, professeur, quelles sont les solutions que vous allez apporter à ces phénomènes-là si aujourd'hui il arrivait qu'on vous confie cette responsabilité d'établir, de rétablir en fait ou d'établir ou de faire de la politique énergétique de la République démocratique du Congo une priorité pour une responsabilité qu'on vous aurait donnée? Merci beaucoup, madame la journaliste. Une première réponse, si aujourd'hui il m'est donné cette possibilité-là, c'est permettre à toute la population de pouvoir à Kinshasa voir la Coupe d'Afrique des Nations. Que toute personne reste confortablement dans sa maison devant son téléviseur, là où elle est, et pouvoir suivre la Coupe d'Afrique des Nations. Mais comment vous allez faire? Comment vous allez apporter cette solution immédiate à ce problème de délestage, par exemple? Dites-nous comment vous allez procéder. Il n'y a pas une solution immédiate. Mais il y a des actions ponctuelles pour pouvoir résoudre les problèmes de la CAN, par exemple. Laisse-moi commencer par là et puis je vais donner la solution pour toute la ville. Ok. Quand nous parlons de la CAN, la solution pourrait être, elle doit être politique. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Ce qui se passe actuellement est que parce que nous n'avons pas assez d'énergie ou de puissance à pouvoir donner à tous les abonnés, quand la CAN arrive, le moment de pouvoir regarder la Coupe d'Afrique des Nations, une politique qui est faite est de pouvoir délester les petits abonnés. Et puis à laisser les grands abonnés. Quand nous parlons des grands abonnés, c'est comme les industriels. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Ce sont eux qui payent le plus d'argent. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Je suis en train de venir. Puisque la puissance ne suffit pas, donc on préfère privilégier les grands clients. Et les petits clients, on peut les délester parce qu'ils ne pèsent pas. Mais nous ne devons pas oublier que ce sont ces petits clients qui ont voté massivement le président de la République. Donc, pour ce temps de la CAN, la solution pour les heures de la CAN, la solution serait de pouvoir appliquer le contraire. C'est une décision politique. C'est-à-dire, le contraire comment? Ça signifierait que pour les heures ou les après-midi de la CAN, moi, je militerai parce que je suis limité en puissance de pouvoir délester quelques clients industriels pour pouvoir permettre à la population de suivre la CAN. Ça ne va pas se faire en désordre parce que délester un client industriel, ça a des conséquences. Exactement. Ça ne peut pas se faire non plus. Donc, j'entrerai en discussion avec ces compagnies pour leur faire voir
ici, nous avons un problème national dont nous voulons permettre pour les quelques heures de la compétition, c'est moins de 2 heures, accepter, prenez le temps de pouvoir vous délester vous-même pour éviter les dégâts qui peuvent arriver de façon à me permettre de servir la population. À long terme, la ville a besoin d'une ceinture à haute tension qui va couvrir les réseaux purement radial. La ville a besoin d'une ceinture haute tension qui permet de pouvoir amener la haute tension près des clients. C'est la première solution. Je vais seulement énumérer cela. Si on veut connaître les détails, on peut le faire à un autre moment. La deuxième solution, c'est l'introduction des énergies renouvelables. Qu'est-ce que cela signifie? Les énergies renouvelables, quand nous parlons par exemple de l'énergie solaire, je suis en train de pouvoir concevoir un projet pour pouvoir monter une centrale solaire, je ne suis pas en train de parler des panneaux solaires que nous mettons sur les toits de nos maisons. Je suis en train de parler des centrales solaires, peut-être que vous en avez déjà vu. Ici, aux États-Unis, c'est plein. C'est ce que je fais tous les jours. Je mettrai les panneaux solaires dans les quartiers résidentiels des clients. Donc, en mettant ces panneaux solaires en nombre suffisant dans les quartiers résidentiels des clients, ça a l'avantage que j'amène l'électricité dans la maison du client. Autrement dit, je veux défalquer l'énergie que je devrais envoyer aux industriels parce que je donne déjà directement aux clients. Et si je mets par exemple de telles centrales, prenons à Kasavubu, j'en mets 2 dans les installations de la SNEL parce que je dois prendre aussi les précautions pour éviter le vandalisme. Donc, si je fais cela, ça signifie que les gens de Kasavubu n'auront plus besoin, proportionnellement à la capacité des centrales, de pouvoir prendre le courant qui vient d'Inga. Donc, ils sont en train de pouvoir réduire leur pression sur tous les parcours, sur toute la ville, sur mes stations qui sont à Kimweza, sur les stations qui sont à Kinsuka. Donc, vous voyez que cette solution, elle va aider à la ville de Kinshasa à pouvoir réduire dans une année les pressions de délestage. Cela implique aussi les coûts. Le coût sera énorme quand même pour pouvoir avoir toute cette disposition. En fait, ça va demander un coût. C'est une très bonne question. Une excellente question pour dire, M. Prosper, où est-ce que vous allez trouver l'argent pour de tels projets? En quelque sorte. Je peux vous donner une idée. Il y a eu 2 semaines, des personnalités de la République démocratique du Congo m'ont contacté pour dire est-ce que vous pourriez faire pour nous les études pour la construction d'une centrale solaire? C'est ce que nous faisons. Je peux vous donner une idée. Parce que la construction d'une centrale solaire coûte environ $1 par mégawatt. OK? C'est-à-dire, si nous voulons construire une centrale de 1 mégawatt, il va coûter autour d'$1 million. La question maintenant, où est-ce que vous allez trouver cet argent-là? J'ai été directeur général adjoint de l'eau. En réalité, quand ce temps-là, j'avais appliqué pour être DG de la SNEL, et pour des raisons que je comprends très bien en ce temps-là, j'étais envoyé à l'OCPT. Donc, quand je suis arrivé dans cette compagnie, elle était complètement par terre. Et en ce temps-là même, c'était la période où la RDC était mise en embargo. Donc, c'était du temps de musée. La première chose que j'ai pu faire, c'est rétablir la confiance dans le personnel.
C'est assez important, avoir la confiance du personnel. Donc, par exemple, je suis une personne qui ne... Si vous voulez que je sois dans le bureau, je serai dans le bureau. Et si le moment est venu pour moi d'être sur terrain, dans le terrain, sur le terrain. Un jour, je suis parti à l'OCPT. J'ai trouvé que mes ingénieurs étaient en train de monter un pilote. Et j'ai enlevé mes vestes. J'ai dû monter les pylônes avec eux pour pouvoir réparer les faisceaux hertziens. Et tout le monde est sorti vite de tous les bureaux. Tout le monde dehors. On n'a jamais vu un DGA monter les pylônes ici. Mais il y a eu quelque chose de très important qui va se passer après. Par cet acte, tous les travailleurs m'avaient adopté. Ils ont commencé à venir à mon bureau me dire « DGA, Tozan Ambongo ». J'ai dit « Mais l'argent est où ?» Ils m'ont dit « Non, l'argent se trouve à l'étranger ». J'ai pris mon temps, j'ai commencé à faire la recollection, donc les recouvrements des dettes de l'OCPT moi-même à partir de mon bureau DGA. Si vous voulez me parler en anglais, on va parler en anglais. Si j'appelle les États-Unis, n'importe quelle langue, j'ai eu l'argent pour pouvoir payer les véhicules à l'OCPT. Vous savez qu'au moment où nous sommes en train de pouvoir dire que la desserte en électricité, elle est ce qu'elle est, laisse-moi vous dire, il y a quelque temps, je suis parti en vacances au Zimbabwe. J'étais logé à l'hôtel en diagonale du Parlement zimbabwéen. Et ils avaient du courant 24 heures sur 24. Je suis parti au comptoir, j'ai posé la question à la personne qui était au comptoir. D'où est-ce que vous recevez les courants 24 sur 24? Ils m'ont répondu d'une façon à l'aise. Toi, tu ne sais pas que ces courants viennent de chez vous à partir du Congo. Et c'est ce Congo-là où le Kasaï est dans le noir. Donc, je parle du Grand Kasaï. C'est ce Congo-là où l'Équateur est dans le noir. C'est ce Congo-là où Kisangani est dans le noir. Permettez-moi de pouvoir utiliser les anciens découpages parce que c'est plus facile quand nous parlons de l'électricité. C'est ce Congo-là où le Maniema est dans le noir. C'est ce Congo-là où tous, que nous soyons à Kinshasa, que nous soyons dans les Bandundu, que nous soyons dans les Kasaï, nous voyons la ligne Ngachaba qui passe seulement au-dessus de nos têtes. Elle fait beaucoup de bruit la nuit. Mais nous n'avons pas du courant. On n'en profite pas. Donc, la question ici, ce que je ferai, je vais initier une évaluation de toute l'électricité qui a été exportée en Afrique du Sud, qui a été exportée au Zimbabwe et en Zambie. Laisse que je sois clair ici. Vous devez savoir que quand nous exportons du courant à l'extérieur, nous sommes forts. Très forts. Je me souviens que j'étais au Congo. Un jour, on s'est réveillé le matin à Kinshasa. On nous a dit qu'un commando avait quitté l'Est pour aller assiéger les barrages d'Inga. Mais laisse que je dise ici que avant qu'il ne soit le soir, ce commando a été déguerpi du barrage d'Inga. Donc, je voudrais développer une notion ici importante. Quand maintenant, le président de la République parle des grands Inga 3, nous devons les soutenir. Nous devons les soutenir parce que c'est cela qui va encore nous rendre plus forts. C'est cela qui va encore nous donner notre place en Afrique d'un grand. Et en parlant, oui, et professeur, en parlant de Inga, de grand Inga, on aimerait quand même savoir votre vision par rapport à Inga 3. À Inga 3, parce que vous connaissez au moins, vous avez des informations, vous êtes du domaine, vous avez des informations autour de ce projet, grand projet. Quelle est votre vision par rapport à ça? Ma vision est celle-ci. Si aujourd'hui,
il y a quelque chose qui nous met en commun sur les réalisations du président Mobutu, c'est la construction des barrages Yinga 1 et Yinga 2. Je pense que dans le passé, on pouvait tout dire contre lui, mais si nous avons encore un peu d'électricité à Kinshasa, c'est à cause de lui et ça reste. C'est grâce à ces barrages-là. Oui. Moi, ma vision, c'est de contribuer à ce que la construction des grands de Yinga 3 devienne une réalité. Grand Yinga, c'est une succession de constructions qui seront faites sur les fleuves Congo, de sorte qu'en phase finale, on pourra produire 40 000 mégawatts. Et la prochaine étape, c'est ce que nous appelons Yinga 3, qui pourra produire autour de 11 000 mégawatts. Et je suis déterminé à pouvoir accompagner la politique du président Félix Tshisekedi Tshilombo dans l'accomplissement de ces projets. Et nous, les populations, nous devons les soutenir parce que quand nous donnons du courant à l'étranger, nous vendons l'électricité avec des devises fortes. La question, c'est de savoir où va cet argent. Mais en même temps, quand nous produisons le courant, nous ne pourrions pas les garder. Nous devons les laisser partir. Les dettes se payent toujours. Donc, Grand Yinga 3, c'est un projet à Yinga 3 que j'ai eu l'opportunité d'étudier ici au temps du président Obama. Et comment comptez-vous accompagner ce projet? Pour accompagner ce projet, dans mon entendement, Yinga 3 dont nous parlons ici devra donner l'électricité à tous ces pays d'Afrique. Je commence par l'Afrique parce que je dois terminer par le Congo. Donc, à la Zambie, Namibie, Zimbabwe, Afrique du Sud. J'ai fait une dérivation qui devrait monter jusqu'en Tanzanie. Et par l'axe ouest, Yinga 3 devrait donner l'électricité à Congo-Brazzaville, dont nous donnons déjà. Ça signifie que nous aurons la possibilité d'envoyer plus d'électricité, ainsi que l'Angola, et créer l'axe qui va monter jusqu'au Gabon et arriver au Nigeria. Imaginez-vous ce jour-là où tous ces pays sauront que notre industrie, notre survie, notre sécurité dépend de la République démocratique du Congo. Je pense que ça ne se discute pas. On n'aura pas à se réveiller le matin ou le soir, non, il y a ceci, il y a cela. Tout le monde dira non, parce que le plus grand problème, c'est de pouvoir avoir la confiance de tous ces pays. Nous avons quand même déjà au Congo un modèle de coopération régionale. Je vais parler un peu de ce qui se passe à l'est du Congo. À l'est du Congo, nous avons une compagnie qu'on appelle Sinelac. Sinelac est une compagnie de distribution d'électricité dans les régions des Grands Lacs. Donc, le courant est produit sur les lacs, sur la rivière Rwenzori, dans le Bukavu, et le courant est exporté. Tout ce que nous produisons est exporté dans une petite ville au Rwanda, au Busoso. C'est là où se trouve le poste de dispatch. À partir de là, maintenant, il y a 3 lignes. Une ligne qui va jusqu'à Kigali, une ligne qui va jusqu'à Bujumbura, et une autre ligne qui revient sur une petite distance à Rwenzori 1, dans le Bukavu, à 70 kV. Et à partir de là, nous avons 2 lignes. Une ligne maintenant pour servir à la ville de Bukavu et une ligne pour pouvoir servir à la ville de Goma. Donc, nous avons quand même déjà une expérience de production régionale ainsi que la ligne actuelle qui nous permet de pouvoir servir les pays comme Zambie. Quand le président zambien était au stade lors de l'inauguration, lors de la prestation de serment, certainement il se disait non, je ne peux pas couper mes relations avec le Congo parce que le courant que j'ai vient du Congo. Donc, vous voyez qu'avec Yinga 3, c'est un projet dont tous nous devons soutenir. Parce qu'il y a l'aspect stratégique. Alors, ingénieur Prosper,
Je voudrais quand même revenir sur un détail parce que de l'avis de certains experts dans le secteur de l'électricité, ils pensent que pour résoudre le problème d'électrification de la République démocratique du Congo, il ne suffit pas ou bien il n'est pas important de recourir nécessairement à Inga 3 ou Grand Inga. La solution serait plutôt, comme vous l'avez dit d'ailleurs avec les centrales solaires, c'est de rapprocher les centrales hydroélectriques des communautés ou des populations au regard de l'abondance ou de la grande capacité qu'a la RDC à travers ses cours d'eau. Ils pensent que la solution viendrait plutôt de là d'avoir plusieurs microcentrales hydroélectriques pour électrifier des zones beaucoup plus rapprochées et résoudre plus rapidement le problème d'électrification de la RDC. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Je pense que vous venez de poser une question assez importante. Le principe est celui-ci. Quand nous devons déplacer l'électricité sur une longue distance, afin de servir les abonnés, ça crée beaucoup de problèmes. Alors, le mieux, c'est de pouvoir produire l'électricité près des abonnés. C'est dans ce cadre-là que, entre autres, je vais revenir à votre question. Je soutiendrai et je vais accélérer très vite, dans l'espace de 6 mois, la conclusion de la construction de la centrale de Tubi-Tubidi en Mbuji-Mayi, ainsi que la connexion effective de la ville de Mbuji-Mayi à Tubi-Tubidi. Tubi-Tubidi va produire entre 6 MW et 10 MW. Cela ne suffit même pas encore pour les seuls besoins de la MIBA. Donc, c'est une solution transitoire qui va permettre à la ville de Mbuji-Mayi d'avoir l'éclairage, d'avoir l'eau, d'avoir le minimum. Mais il y a un principe. Le développement amène le développement. Je pense que je me fais comprendre, je me répète. Le développement amène le développement. C'est là, si nous l'appliquons à la ville de Mbuji-Mayi, quand nous allons connecter Tubi-Tubidi en Mbuji-Mayi, assez rapidement, cette puissance ne sera pas suffisante. Je connais qu'il y a des gens qui ont assez d'argent dans leur poche. Ils vont commencer à construire des buildings, des gratte-ciel. Donc, nous serons très vite dépassés. Pour résoudre ce problème-là, je vais lancer les constructions de chutes Katende. Moi qui vous parle ici, depuis beaucoup d'années, j'ai été le conseiller technique pour la construction de chutes Katende. Chute Katende pourra nous donner plus ou moins 60 MW. De 60 MW, chute Katende est à 25 km de Kananga et quelques 150 à 200 km de Mbuji-Mayi. Ça va me permettre de pouvoir ramener de l'électricité en complément en Mbuji-Mayi. Pour revenir plus précisément à votre question, oui. Pour le moment, nous pourrions assez facilement avoir des financements. Nous savons que COP 28 vient de se terminer en Arabie Saoudite, donc le sommet mondial sur le climat. Et la question qui a été discutée là-bas, c'est celui de l'augmentation des températures du globe. Et les solutions qui sont proposées, c'est que nous puissions commencer à générer. Donc, les secteurs de la production de l'électricité en utilisant les énergies thermiques, c'est-à-dire avec du mazout, ou bien dans certains pays, c'est avec du gaz, comme à l'est du Congo, nous avons du gaz à méthane. Nous pourrions utiliser ça pour produire l'électricité. Mais quand nous utilisons ces produits-là, nous sommes en train de polluer l'air. Donc, la solution, c'était de pouvoir avoir à utiliser les solaires, utiliser l'éolienne. Donc, comme je l'ai dit bien avant ici, je serai un ambassadeur. Je regrette que, d'ailleurs, je n'ai pas été à cette réunion, parce que si j'étais à cette réunion de la COP, je serais revenu avec des millions pour le Congo.
Donc, voilà des opportunités là où on peut trouver l'argent facilement. Et je suis d'accord avec votre point de vue que en rapprochant les générations des clients, ça nous permet de pouvoir améliorer les courants. N'oubliez pas, quand nous parlons des énergies solaires, je crois que c'est un autre débat qu'on pourra discuter un jour. Vous voyez tous ces pays qui sont en train de défiler au Congo, qui viennent chercher du lithium, qui viennent chercher du cobalt. Pourquoi ils sont en train de venir là-bas? Ils viennent là-bas pour l'industrie de l'électricité. Donc, vous voyez un peu quand nous disons il suffit d'une politique, c'est-à-dire que donner ce que je ferais, donner assez d'électricité au Katanga par tous les moyens pour permettre au Katanga de construire l'industrie à valeur ajoutée. Cela signifie que au lieu que nous prenions la terre lithium, que nous puissions donner à toutes ces personnes qui viennent aller à faire les traitements, nous allons faire comme la Philippine. Nous leur disons non. En plus de ce que nous faisons, travaillons ensemble pour que nous puissions faire un traitement initial de la terre que nous produisons. Cela demande beaucoup d'électricité. Je pense que vous avez vu le président a dernièrement inauguré les centrales de Busanga dans les Katanga. Donc, je vais travailler pour donner au Katanga les moyens de sa politique en termes d'énergie électrique. Merci beaucoup, professeur Prosper Panoupambi. En tout cas, nous sommes vraiment en train d'échuter. C'est déjà nous avons carrément épuisé nos minutes, malheureusement. Et débordé même le timing. Il y a beaucoup à dire. On pourra certainement y revenir très prochainement. Mais professeur, comme mot de la fin, on sait que vous avez, comme ingénieur, vous aviez eu à apporter une contribution dans le projet Power Africa, à partir de l'Université d'Illinois à Urbana-Champaign. Quelle a été cette contribution et c'est quoi l'impact pour la République démocratique du Congo? Vraiment en 30 secondes. Merci beaucoup. L'impact est que le projet Power Africa, dans ce projet, le Congo n'était pas sur la liste, malheureusement. Et quand cela nous est arrivé, nous avons pensé qu'il fallait recadrer. On ne peut pas parler de la politique des énergies vertes en Afrique sans le Congo, la RDC. C'est cela que nous avons fait. Et nous pensons que le temps est venu pour nous de pouvoir, si l'opportunité nous est donnée, de pouvoir refaire à la surface, renaître à la surface tout ce que nous avons fait dans ces projets-là. Nous avons fait des études qui sont disponibles. Donc voilà, c'est que notre contribution. Et ça concerne beaucoup plus Yinga 3, dont nous avons dit que nous pensons que nous avons les capacités d'être les moteurs de ces projets-là jusqu'au jour où le président de la République sera invité à Yinga 3 pour pouvoir inaugurer les travaux de Yinga 3. Nous l'espérons vraiment, nous l'espérons. Exactement. En tout cas, merci beaucoup, ingénieur ou professeur Prosper Panoupambi Wamulumba. Vous êtes ingénieur dans le secteur de l'électricité aux États-Unis d'Amérique. Avec vous, au cours de cette émission, nous avons abordé la question de l'électrification de la RDC, comment remédier au déficit criant. Vous avez balayé un certain nombre de questions et proposé cette diversification en termes des ressources d'énergie, pas seulement l'énergie hydroélectrique, mais également le solaire. Alors, je pense que votre message a été entendu, Gino. Nous pensons que vous êtes certainement une valeur ajoutée pour cette question, ce défi que nous voulons relever tous parce que ça nous concerne tous sans distinction. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci, professeur. Nous comptons très prochainement vous revoir ou vous recevoir à nouveau sur notre plateau dans les studios
Radio Top Congo FM. Nous disons merci à Didi Binsika qui nous a aidés côté technique, vidéo, et merci à Miguel Mena qui a coordonné des mains de maître cette émission. Il a réalisé aussi. Exactement. Et merci à Gino Rema. Nous disons au revoir. Au revoir, à mercredi prochain. Top Vert, votre émission dédiée aux questions environnementales à suivre sur Top Congo FM. Chaque mercredi à 20h après les infos, rejoignez-nous pour faire le tour de la question sur l'insalubrité. L'eau, la forêt, le changement climatique, l'agriculture, la pêche, l'élevage et tant d'autres sujets. Pour tout contact, plus des 43 81 920 03 687. Top Vert, votre émission présentée par Gino Rema et Myriam Iraghi.